Les classes d'intégration scolaire ont pour mission d'accueillir, en petits groupes, des enfants en grande difficulté. Joëlle Pijola travaille depuis 25 ans à Meyzieux, où elle propose à ses enfants considérés comme déficients de revenir sur la scène des apprentissages en partant à la découverte de leur corps et de leurs émotions par la pratique de la danse. Tous les ans, elle met en scène un spectacle sur un thème particulier. Cette année, le cadre et le hors-cadre. La plus grosse problématique de ces enfants quand ils arrivent, c'est qu'ils ont été tellement dans la souffrance de l'échec qu'ils se sont retirés de la scène scolaire, comme j'aime à dire, quoi. Donc ils n'osent plus rien faire de peur, encore une fois, d'échouer. Donc la danse étant une activité de communication, avant tout, ça leur permet de les remettre dans une communication qu'ils avaient perdue. Et la danse, en plus, comme je la pratique, c'est une approche kinesthésique, c'est-à-dire sensible. Donc ils retrouvent qui ils sont, ce qu'ils sont, simplement par le toucher, par la connaissance de leur corps. Ça leur permet d'être présents au monde, je dirais, parce que la danse, c'est être présent au monde. On va se donner l'énergie. On devient tellement fort à l'intérieur de soi, alors on est capable de se laisser aller sur son camarade, on peut lui faire confiance. Et puis, on est aussi capable de soutenir l'autre. Allez, c'est très bien ça, Bilal. Allez, fais-moi des grands équilibres, j'en ai encore pas vu. Comment tu rentres sur ta ligne? Et petit à petit, ces enfants vont devenir attentifs, vont devenir concentrés sur ce qu'ils font. C'est une prise de conscience de ses potentiels. Qu'est-ce qu'une articulation me permet de faire? Qu'est-ce que je peux faire si je lance une jambe très fort? Ça va me faire tourner. Donc c'est toute une palette d'expérimentation sur son corps. Donc il cherche. L'enfant est toujours en recherche permanente. Quoi que je fasse en pédagogie, il est toujours acteur de son propre apprentissage. Ce travail sur le cadre hors cadre aussi, c'est la symbolique de qu'est-ce que je montre de moi, regardez ce que je peux faire dans le cadre. Quand j'ai trouvé que j'avais plein de capacités en moi, je dois les garder, quel que soit le cadre. Je ne dois pas retourner dans mes comportements précédents de violence ou d'apathie. Et j'espère que dans la vie, ils penseront à ça, qu'ils ont été capables une fois de montrer des grandes choses dans un certain cadre et qu'ils le reproduiront dans un autre cadre. Vous avez trouvé des petites phrases très intéressantes sur moi, dans mon cadre, qu'est-ce que je veux? Ah ouais. Donc, déjà, on va essayer de les dire et d'apporter sa production à la bonne place. Moi, je vais vous rappeler ce que vous m'avez dit. Moi, je connais. Moi, je connais aussi. Alors, ceux qui connaissent, ils la disent tout seuls. Vas-y, Zouleya. Moi, dans mon cadre, j'ai besoin d'amour et de la douceur. Alors, faut bien articuler, hein. Moi, dans mon cadre, j'ai besoin d'amour et de la douceur. Je voudrais... J'ai besoin de joie. Après, je m'en peux plus. Et de créer. Et de créer. Toi, tu mets ta production dans le grand. La danse, elle s'écrit. On est complètement dans la maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, c'est le dire, l'écrire et le lire. Et la danse, c'est complètement ça. J'ai besoin de la danse pour me créer. Vous commencez votre classe? Oui. Vous allez vous appliquer à écrire ces petites phrases. D'abord au crayon à papier. Après, et puis ensuite au crayon comme vous voulez. Alors, vous allez les mettre en couleur. Et je crois que c'est primordial de faire des liens dans les choses, quoi. Donc effectivement, tout ce travail en danse me permet de faire du lien avec le scolaire, quoi. Ouais. ça y est, j'ai fait. Ah, ça va pour vous? Fais voir. Moi. Je peux écrire comme ça, hein, tu vois. Oh là là. Mets des accents, mon grand. Attends, moi, dans mon cadre, j'ai besoin de la danse car j'apprends à me concentrer. Mais dis-moi là-dessus. Moi, dans mon cadre, j'ai besoin de me faire aimer, qu'on me fasse confiance. Et j'ai besoin de construire. Bilal Mezouar. Moi, dans mon cadre, j'ai besoin des autres, de la douceur, des difformés. Moi, dans mon cadre, j'ai besoin des choses qui m'intéressent. Axel Fago. La danse permet de faire surgir tout ce qu'il y a de plus profond dans l'individu, quoi.
Tout le monde a des capacités, je pense, au fond de lui. Il faut juste avoir l'occasion de les faire surgir. Cette année, une collègue de CM2, Madame Bertal, m'avait demandé de faire danser ses élèves parce qu'elle avait envie de se mettre à une autre pédagogie, justement de la création, pédagogie du regard. Ce qui m'intéressait, c'était que c'était des élèves de CLIS qui, pour une fois, intégraient les autres dans leur pédagogie. Or, souvent, c'est le contraire. Ce sont les élèves de CLIS qu'on cherche à raccrocher à une norme, à raccrocher à l'ordinaire. Pour moi, l'intégration, c'est pouvoir vivre ensemble avec ces différences et que chacun a une richesse intérieure qu'il doit faire surgir pour une richesse collective. J'avais beaucoup d'enfants, moi, qui, au démarrage, étaient très réticents par rapport à la danse, qui se demandaient ce qu'on pouvait bien faire dans une classe de CLIS et comment on pouvait apprendre des choses. Ça leur semblait complètement aberrant qu'on puisse vraiment apprendre en dansant. Les enfants ont des notions bien sûr géométriques, mais qui restent dans la classe, assis derrière son bureau. Du coup, ils appréhendent mieux les choses parce qu'ils se rendent compte corporellement de ce qu'on travaille. Bon bah déjà ça c'est très bien les enfants, hein, parce que l'installation du triangle, maintenant vous la maîtrisez. Ça veut dire que déjà vous intégrez l'espace, vous commencez à être dans le spectacle. Vous avez compris cette forme géométrique qui n'est pourtant pas facile. 1, 2, 3, 4. Donc la première chorégraphie, et là, ils n'ont pas eu du tout à créer. C'est tous des apprentissages que je leur ai imposés. C'est un peu fastidieux. Ils sont tous pareils, tous dans une norme stricte. Et puis petit à petit, ils s'échappent d'abord dans les nuages. Parce que souvent, j'ai vu des enfants qui m'arrivaient et qui ne pouvaient plus écouter. Quelque part, c'était tellement difficile de s'accrocher à la norme. Bon, ils étaient sages, certes, mais ils partaient dans leur nuage. C'est un peu des situations vécues que j'ai mis en scène. Et ensuite, ils reviennent à la création, parce qu'on ne peut pas rester dans son nuage. Donc, il faut redescendre sur Terre. Et alors, comment va-je passer de la chorégraphie sur les lettres avec mes élèves à la chorégraphie pense avec moi. Quelle est la transition? La lumière. Avant la lumière. C'est quand Naël avec son cadre et il passe devant nous et il dit pense avec moi. Ça veut dire quoi quand Naël passe son cadre vers vous? Il nous invite à jouer avec lui. Il va vous inviter dans leur espace de création. Et puis, tranquillement, comme vous avez besoin de faire une grande création tous ensemble, et ben vous allez installer le nouvel espace. Avec moi. Non, Si, c'est pas mal si vous restez là. Ah ouais. On réagit. Il faut que vous compreniez le fil de l'histoire. C'est comme un roman. Donc, moi, je voudrais que vous mettiez dans mon histoire, dans notre histoire. On dégage l'espace. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va chercher notre petite production plastique. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les productions? C'est dans notre cadre, on va mettre ce qu'on a besoin dans la vie, c'est notre cadre de vie. Voilà. C'est notre personnalité. Oui. Chacun n'a pas les mêmes goûts que les autres. Exactement. Pas le même amour. Mais pourtant, son propre goût. Pourtant, on a tous quelque chose d'extraordinaire à montrer. Oui, c'est ça qui veut dire ce spectacle. Il faut savoir que les enfants en difficulté ont tous un problème de temps, d'espace. Donc forcément, la danse qui n'est que du temps, de l'espace, pour eux c'est extrêmement difficile au départ, mais forcément ça les fait progresser, quoi. Orientation diagonale. Change de case. Il faut avoir conscience de ses déplacements, comment je vais faire mon mouvement en gardant sa qualité, mais en ne renversant pas la production plastique. Ça sert tout le temps dans la vie. Ça veut dire qu'on prend conscience de son geste, on prend conscience de ce qu'on fait. Change de case. On va reprendre cette chorégraphie qu'on a faite ce matin, pense avec moi, mais en géométrie. Montassar, tu vas me montrer le grand cadre de lumière où on travaille par groupe, là où tu travailles, toi. Là. Voilà. Montre-moi tout.
Voilà, fais le tour du grand cadre. Ah ouais. Fais le tour du grand cadre de lumière. Le périmètre. Le périmètre, tout à fait. Voilà. Quel va être ton chemin? Ce qu'ils ont fait avec le corps, tout de suite, ils mettent du sens en l'écrivant sur les cahiers. Et du coup, les mots prennent du sens. Du coup, ils acquièrent du vocabulaire. Voilà, dans la diagonale. Si tu devais t'exprimer avec tes mots, tu pars. Dans l'angle côté court. Et il manque encore quelque chose? Ça pourrait être là, hein? Fond de scène. Il manque. Dans l'angle côté court, fond de scène. Tu pars dans l'angle, côté court. L'écrit va avec le corps, avec le vécu. L'un ne peut pas se passer de l'autre, je dirais. Et du coup, l'enfant va s'impliquer complètement dans la géométrie. Tout de suite, il va prendre sa règle pour tirer son trait droit, il va compter ses carreaux, il va mesurer, il va faire les choses correctement. Ça va lui permettre de mieux encore intégrer sa chorégraphie. La géométrie prend du sens et la danse prend du sens. Les deux prennent du sens ensemble. Tu as vu ton erreur, c'est comme ça qu'on progresse. Moi, je suis en questionnement perpétuel de se demander comment je vais pouvoir lui faire comprendre ce qu'il n'a pas compris, quoi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cet enfant va sortir de cette impossibilité d'apprendre? Voilà. Donc, si tu joues à ce point, ça va être quel côté, Loulou? Non, mais montre-moi le côté de ce cadre. Ah non, regarde, tu m'as dit que c'était celui-là. Mon souci, c'est d'intéresser les enfants, effectivement. Parce que moi, je pense que la principale des choses à faire dans l'enseignement, c'est de rendre les enfants curieux, l'envie d'apprendre. Parce qu'apprendre, on peut apprendre toute sa vie, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Et puis maintenant, cette année, la maîtresse, elle a réussi à m'apprendre, à me concentrer. Et j'ai réussi à me prendre sur moi pour y arriver, à réussir à faire les choses que je n'ai pas très envie de faire en réalité. Mais je le fais quand même parce que je sais que j'ai confiance en la maîtresse. Et que voilà, c'est tout. En Moselle, il existe une dizaine d'écoles biculturelles situées dans des petites villes frontalières de l'Allemagne. L'école du baron de Gunzer, à Bitsch, est l'une d'entre elles. La spécificité de l'école Gunzer, c'est que c'est une école biculturelle. Il y a un projet pédagogique particulier au niveau des langues. Il y a une masse horaire au niveau de l'allemand qui est beaucoup plus importante que dans le reste de la France. En France, c'est environ 1h30 par semaine. Chez nous, ici, ça va jusqu'à 6 heures par semaine. Allez, on entre et on se tient debout derrière sa table. Guten Tag, Kinder! Guten Tag, Frau Lehrerin! Leise! Leise, setz dich bitte. Quand les CP arrivent ici à l'école Baron de Gunzer, ils ont déjà des prérequis parce qu'ils ont déjà travaillé l'allemand en maternelle. Et donc c'est très bien, ils connaissent déjà les bases et on peut tout de suite approfondir le travail. Wir sind nicht mehr in September, aber in... Oktober. Sehr gut, Oktober. Tous les matins, les CP ont donc 1 heure d'allemand. Nous partons d'abord des rituels, on se présente, on présente la date, la météo en allemand. C'est le vocabulaire de base. Ja, die Sonne scheint. Sehr gut. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Gut. Nous mettons l'accent sur l'expression orale pour que l'enfant apprenne à s'exprimer dans la langue du voisin. Tout ce qui est du domaine de l'écrit est encore un peu difficile pour eux parce qu'ils entrent à peine dans l'apprentissage de l'écrit en français. Donc on ne va pas mélanger les deux langues. Flecki im Zirkus. Mund zu, Ohren auf. Achtung, ich lese. Nous travaillons donc avec différents supports pour apprendre à écouter, mais également à parler en allemand. Das ist der Clown. Der hat eine große Nase. Was ist das? Eine Perücke. Das ist der Clown. Und hier kannst du die Brille mit der Nase anprobieren. So. Wer ist da hinten? Tiger. Ja. Ein Tiger ist ein gefährliches Tier. Ça veut dire qu'il est méchant. Ja. Wie schreit er? Ja. Und jetzt? Oh. Wer ist das? Marie? Das ist ein Seehund. Noch einmal. Das ist ein Seehund. L'apprentissage de la langue allemande se passe de manière très ludique. On chante, on joue, on mime, on danse. Wer bist du?
L'enfant comprend en imitant, en mimant. En plus de l'enseignement de l'allemand, il existe ici à l'école un enseignement en allemand. Ce sont tout simplement des matières qui sont enseignées en allemand, telles que le PS et les mathématiques. Mais les objectifs restent ceux de l'éducation nationale et des programmes en vigueur. Achtung, steht auf, Kinder. Leise. Zuerst wollen wir uns aufwärmen. Es ist ein bisschen kalt. Ja, il fait froid, on veut un peu s'échauffer. Wir wollen uns ein bisschen aufwärmen. Ja? Allez, leise laufen wir. Wir hüpfen wie ein Känguru. Wir fliegen wie ein Schmetterling. Achtung, wir gehen wie ein Pinguin. Wie ein Pinguin. Gut. Pour les cours de sport, la langue allemande passe très bien. On n'a pas besoin d'avoir recours au français parce que les enfants miment, imitent, sautent. On utilise des verbes d'action qu'ils connaissent, des animaux qu'ils ont déjà vus en classe. So, Achtung. Heute wollen wir Zirkus spielen. Dans la mesure du possible, on essaye d'avoir un lien entre les cours de l'allemand et les modules en allemand. Et donc, c'est comme ça que les enfants mémorisent et tout se passe bien. Station 1. Wollen wir hüpfen wie ein Känguru. Allez, wir hüpfen wie ein Känguru. Gerade. Gut. Pour nous, finalement, la finalité de l'enseignement à l'école, c'est que les enfants perçoivent l'allemand comme quelque chose d'utile et non pas comme une contrainte. Cette notion de plaisir que l'on développe, il faut qu'elle soit archi présente du CP au CM2. Les matières enseignées en allemand sont choisies par l'équipe pédagogique. Au CM2, nous, on a fait le choix d'enseigner les maths. L'objectif des enseignements en allemand, c'est de les mettre une fois de plus en contact avec la langue. Donc c'est de leur donner une fois de plus l'occasion d'entendre de l'allemand et de le parler. 3,156 Meter. Toutes les matières ne se prêtent pas à l'enseignement en allemand. Il était inconcevable d'enseigner l'histoire en allemand parce que ça demande du vocabulaire beaucoup trop spécifique. Donc en maths, par exemple, on peut enseigner des mesures de longueur ou la géométrie parce qu'il y a des choses que les enfants peuvent soit voir, soit il y a du vocabulaire transparent. Les kilomètres se prononcent kilomètres, donc c'est facile pour l'enfant de faire le lien. 81 kilomètres. Ok. En tout cas, l'allemand ne doit jamais être un frein ou une barrière pour la compréhension des maths. C'est pour ça aussi que souvent on fait une pause, où on fait reformuler les choses souvent par un enfant en français, pour que tous les enfants aient compris ce qu'on leur demande. Qui n'a pas compris ce qu'il faut faire? Türkan. Qui est-ce qui peut lui expliquer en français ce qu'il faut faire? Il faut les placer du plus petit au plus grand. Les ordonner, oui. Là. Notre but, c'est quand même la notion mathématique avant la langue dans les cours de l'enseignement en allemand. Une petite remarque en français, parce que j'ai vu que plusieurs se sont trompés. Plusieurs enfants se sont trompés à ce niveau-là. 3,156, c'est plus petit que 3,46. Hein, c'est un piège, parce que là, on peut rajouter le 0. OK? Ce qu'on essaye aussi de faire en mathématiques, c'est de faire des petits problèmes qui utilisent le vocabulaire qu'on a vu en enseignement de l'allemand. Donc je vais travailler par exemple l'addition des nombres décimaux en utilisant un problème qui aura le même thème que celui que je traite en enseignement de l'allemand. Comme ça, on utilise du vocabulaire, on fait vivre un peu la langue. Ist die Karte von Korsika. Und in Korsika gibt es ein Radrennen. C'est une course à vélo. Et est-ce qu'ils font tout le tour de la Corse en une journée? Non. Ils font ça par
Wie viele Kilometer hat dieses Radrennen? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le nombre de kilomètres qu'ils ont fait. Voilà, toutes les étapes. Toutes les étapes. L'objectif des cours d'enseignement en allemand, c'est vraiment de montrer aux enfants que l'allemand est un outil de communication, qu'on peut utiliser la langue dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle discipline. Guten Morgen. Bonjour les enfants. Prenez vos affaires et suivez-moi. On va descendre. Dans les écoles biculturelles, nous avons la chance d'avoir une maîtresse allemande. Elle nous amène tout le côté culturel, artistique et évidemment linguistique. Pour les enfants, c'est très important d'avoir au sein même de l'école et de la voir tous les jours dans la cour de récréation, dans les couloirs, entre guillemets, une vraie allemande. Oh, ihr dürft gleich mal mit hier kommen. Kommt mal gerade hierher. Je suis à plein temps dans cette école et je prends par petits groupes les enfants de toutes les classes du CP au CM2. Vous avez sous les yeux un dîner typiquement allemand. Tout est froid. Quelqu'un peut me dire comment on dit ça en français? Le repas du soir. Qu'est-ce que vous voyez sur la table? Du fromage, oui. Où ça? Tout à fait. Et quoi d'autre alors? Oui, il y a aussi des petits pains. Des pommes, oui. Et ça s'appelle du Quark. En France, je n'en ai jamais trouvé. C'est du fromage blanc. Oui, mais avec quelque chose de spécial. Regarde là, il y a des herbes avec. Quelqu'un veut de la salade de concombre? Je suis là pour faire découvrir la culture allemande aux enfants et leur dire, regardez, en Allemagne, on fait les choses comme ça. Et ainsi, je peux leur montrer les vraies différences entre les deux pays. Tout ça, on appelle ça des Knäckebrot. C'est plein de sortes de pains différents. J'aimerais tout spécialement que vous goûtiez celui-là. C'est du pain noir typiquement allemand. Quelqu'un veut goûter? Tu préfères celui-ci ou celui-là? Tu ne sais pas? Ok, celui-là. Bien emballé. Ça a une odeur vraiment spéciale, tu ne trouves pas? Ça sent très fort. Sans ça. Quelqu'un veut goûter? Qui veut essayer? Prends une tranche et partage-la avec tes camarades. Alors vous trouvez que c'est bon? Comment vous trouvez ça? Ça ne vous plaît pas? Toi non plus? Je te sers un peu de jus de pomme? Ne buvez pas tout de suite. Attention, je te mets un petit peu d'eau gazeuse. J'aime pas trop le pétillant. Maintenant, vous pouvez boire. Alors, comment vous trouvez ça? Ça vous plaît? Quelqu'un sait comment ça s'appelle? Oui, ça s'appelle Apfelschorle. C'est une des boissons préférées des Allemands. Moi, je ne parle qu'allemand aux enfants. Lorsqu'un enfant me parle en français, je lui réponds encore et toujours en allemand. À force, ils prennent l'habitude de me parler en allemand. Ça, c'est un petit pain avec plein de céréales différentes. On ne peut pas séparer l'apprentissage de la langue et la découverte de la culture d'un pays. La culture et la langue sont vraiment inséparables. Möchten Sie mit uns essen? À Bourg-Barré, en Bretagne, une classe de CM2 s'initie aux sciences expérimentales. Jeune enseignant, Erwan Vapro leur a proposé de participer au projet du Centre national d'études spatiales et de Planète Science, un ballon pour l'école. Toute l'année, ils ont mis au point des dispositifs expérimentaux
qu'un ballon gonflé à l'hélium emportera dans la stratosphère. On souhaite faire ce projet de ballon stratosphérique et d'abord une volonté de mettre en place une démarche de projet dans ma classe qui regroupe l'ensemble de mes élèves et aussi que cette démarche de projet intègre aussi la démarche expérimentale. À partir de là, il s'agit bien sûr d'adapter la démarche, d'adapter la construction de ce projet-là pour qu'il serve aussi des objectifs d'apprentissage. Et c'est là toute la difficulté. À la fois permettre à l'enfant d'être acteur de ses apprentissages, que ça vienne de lui et qu'ensemble on produise quelque chose, mais qu'il s'agit aussi d'avoir une suffisamment bonne distance sur ce que nous réalisons pour pouvoir aussi y trouver ou pouvoir y injecter des objectifs d'apprentissage bien précis, que ce soit dans le domaine des sciences, mais aussi dans le domaine des mathématiques ou de l'écrit. Ah, on s'est pas amusé à additionner plus de. On a directement dit, de 2 minutes à 10 minutes, on a multiplié par 5. D'accord? Donc, si on suit nos règles de proportionnalité. Par exemple, la proportionnalité nous est utile dans notre projet pour être capable, par exemple, de prévoir à quelle altitude est susceptible d'être prise une photo. Si nous prenons des photos à intervalles réguliers, la proportionnalité nous permet tout simplement d'évaluer et d'anticiper à l'avance à quel moment précis la 14e photo va être prise. On s'aperçoit en calculant avec la proportionnalité que si on faisait un écart de 10 minutes entre chaque photo, on risquerait de louper nos photos parce que chaque photo se prendrait tous les 1500 mètres. Du coup là, notre travail sur la proportionnalité nous montre que ça serait plus pertinent de prendre des photos toutes les 1 à 2 minutes. Ouais, parce qu'on va monter de 300 mètres en 300 mètres. Et donc là, on a peut-être des chances quand même d'être chic, en plein dans les nuages. Parce que justement, quelle question scientifique on veut? Qu'est-ce qu'on se pose comme question déjà? Je sais plus moi. Mathis? À quelle altitude sont les nuages? Ah ouais, c'est ça. À quelle altitude? Ce qui m'apporte vraiment, c'est que ce projet naisse des élèves, ce projet leur appartienne, et ainsi espérer maintenir leur motivation, leur engagement jusqu'au bout. Donc il m'a fallu en fait en début d'année accepter de prendre du temps et de laisser du temps à l'expression des conceptions que l'on a ou de l'idée qu'on a, de l'idée que l'on se fait déjà par exemple de la très haute atmosphère, pouvoir confronter ces idées-là et en faire ressortir des questions que l'on pourrait se poser très concrètement. Ensemble, faire le choix de ces questions-là au regard des contraintes parce que les enfants sont tout à fait conscients que on n'a pas 2 ans, on a peu de temps. On a aussi des limites financières, il faut acheter notre matériel. On a nos propres compétences aussi qui nous limitent. Et étant conscient de nos contraintes, finalement, il nous faut aussi faire nos choix d'expérience et faire nos choix d'abord de questions scientifiques. Y a-t-il plus de rayons de lumière à 40 km d'altitude? Quelle autre question avant nous? À quelle altitude le parachute va s'ouvrir? À quelle altitude le ballon va éclater? Y a-t-il beaucoup moins d'air à 40 km d'altitude? Et voilà, tout doucement, on arrive dans une phase expérimentale. À savoir, on va se répartir les rôles et on va essayer de répondre à nos questions. Et donc, on va essayer de trouver des dispositifs, des techniques pour répondre à notre question scientifique. Et voilà comment la nacelle est née. Alors, Antoine Leventy, Estelle est où? T'es où Estelle? Je te vois pas. Elle est là. Et Adrien. Attends, j'ai une super bonne idée. En fait, ce qu'on pourrait faire, parce que là, avec la cam, là, normalement, je sais pas si ça va appuyer, mais avec celle-là, on va voir bien. Voilà, ça comme ça. La question qu'on se pose, c'est que voit-on quand on est vers 35 km d'altitude? Et puis, là, on est en train de faire l'expérience de coincer un appareil photo, là. Et puis, avec une cam, on essaye que la cam appuie bien sur le bouton de l'appareil photo pour qu'une fois en l'air, l'appareil photo se déclenche et puis prenne une photo vers le sol. Ça fait le bruit, hop, l'électricité passe par ces fils-là. Ensuite, ça fait alimenter le moteur qui fait tourner une petite roue. Et cette petite roue fait tourner des engrenages. Après, ça va faire tourner une cam qui va appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Et après, l'électricité usée va revenir dans la pile. Non. Ah, voilà. En fait, là, ça va être collé. Et en dessous, il y aura un réveil qui va tourner avec un porte-pile. Et en fait, quand le parachute va s'ouvrir, les 2 fils vont se casser. Et le réveil va arrêter de marcher. Et après, on va essayer de calculer l'heure pour savoir à quelle heure il a éclaté, en fait. Et à quelle altitude. Les fils là, on va les passer dans le trou là. Ça va être allé jusqu'à là.
Et quand le parachute va s'ouvrir, ça va faire ça. Et le parachute va arrêter, le réveil va s'arrêter. Arrêter le réveil. Je savais, en fait, en me lançant dans un tel projet, que la curiosité que j'allais faire susciter chez les élèves allait me permettre d'aborder l'électricité, les engrenages, la démultiplication des mouvements, différents aspects qui font partie de mes objectifs d'apprentissage strict. Alors attends, normalement l'expérience c'est à l'envers. Hein. C'est ça, tu tiens la seringue? Alors, dans la réalité, en fait, on est comme ça. On voudrait que le papier là, il voit le soleil moins de 3 minutes. Quelle solution on a à notre portée? Allez, on fait les hypothèses. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour que ça... Alors, les engrenages, j'ai dit. Alors, effectivement, enlever ou rajouter des engrenages? Réfléchissez. Enlever. Parce que si on en rajoute, ça va encore moins vite. Bien joué. Quel est le risque s'il va trop vite? S'il va trop vite, Léo? Il va pas voir assez longtemps le soleil. Soit, mais il y a un autre souci encore. Ou alors encore. on n'aura pas assez de papier. Nous sommes à 25 km d'altitude. Le ballon vient à l'instant d'exploser. Le parachute, au bout d'un petit moment, va finir par s'ouvrir. Il faut pas. On imagine, il n'y a personne là-haut qui tire les fils. Alors il faut que ça se fasse. Il faut qu'on imagine que ça se fasse assez naturellement. Alors, il faut plutôt ouvrir le parachute. On ouvre le parachute. Lâchez tout. J'ouvre le parachute. Ah, non, t'as utilisé tes mains. Ah bah non, c'est pas de la simulation ça. La nacelle va emmener un pot avec une motte de terre, une plante et de la gelée pour que les plantes elles boivent. Et on veut essayer de savoir si les plantes, après être allées là-haut, peuvent encore germer normalement. Alors ça, c'est un bout de tige, donc comme c'est ça en fait, ce qu'il y a ici. Alors après, on place ça comme ça, on essaye de faire la mise au point. Quand c'est bon, on prend la webcam. C'est toi qui fais? Vas-y. Là, vas-y, prends une photo. Vas-y. Appuie. Et en fait, c'est ça. Puis après, on va faire pareil avec les plantes qui ont été là-haut. Il nous reste peu de temps avant le lâcher. Le but pour nous, c'est de réussir à faire plusieurs choses. Tu penses que ça va? Vous êtes confiant? Super si vous êtes confiant. C'est parfait. Il faut qu'on soit confiant. Mais pour cela, il faut qu'on... Ah oui, ça arrive vite, hein. La prochaine séance, Hélène sera avec nous. Donc Hélène, vous connaissez son rôle, Hélène? Elle représente Planète Science. Donc elle, son rôle, c'est de vérifier que nous respectons bien le cahier des charges du Centre national d'études spatiales. Par exemple, je pense qu'elle va dire et le poids là? Vous savez combien ça pèse au maximum une nacelle? 2,5 kg. Le partenaire associatif, c'est aussi pouvoir accueillir des gens dans la classe qui vont porter un regard extérieur sur notre travail et donc vont aussi m'aider, moi, à prendre du recul. Ils vont aussi m'aider à tout simplement permettre à mes élèves de s'exprimer devant une tierce personne et donc moi aussi d'évaluer leur capacité, de formaliser leurs connaissances, formaliser leur travail et l'exprimer, le communiquer oralement ou par écrit vers l'extérieur. On a pesé toutes les expériences et la nacelle et on a obtenu le résultat de 2,50 kg. Du coup, c'est le mon poids. Donc soulagement. Vous entendez? C'est une bonne nouvelle, hein? Ouais. Ça, c'est la pression et la lumière. D'accord. Ça, c'est les plantes. Donc il y a quoi dans les deux pots? Il y a une où il y a une plante et dans lui, c'est des graines. D'accord. Là, c'est pour voir à quelle altitude va éclater le ballon. On pourrait l'améliorer, ce plan? Oui, avec une légende. Avec une légende. Un titre. Avec un titre. Parce que vous vous rappelez, le but, c'est que quand l'aérotechnicien vient voir le jour du lâcher, il vient voir la nacelle, il faut qu'il ait le schéma, qui lui explique bien tout ce qu'il y a, à quel endroit, à quoi ça correspond. Et quand il ouvre, il faut qu'il retrouve exactement la même chose. La contrainte dans le projet, c'est avoir une précision, avoir un sérieux qui caractérise aussi la démarche scientifique, qui fait que on peut s'amuser quand on fait de la science, mais il faut aussi être précis si on veut arriver à quelque chose. Alors, je vous annonce la couleur. Hein. Si c'est jaune, c'est bon. 1,995 kg. Il fait moins de 2 kg. On est carrément bien. Ça veut dire que comme elle est très légère, le ballon va pouvoir l'emmener un peu plus haut. Et la qualification, je pense, va très très bien se passer. Félicitations à vous. Bon, je vous reféliciterai tout à l'heure quand il sera envolé. Pour moi, si on retrouve les expériences, on pourrait aller jusqu'au bout de la démarche expérimentale. On pourrait interpréter nos expériences, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais on pourra quand même aller jusqu'au bout sans.
La vraie réussite, c'est que ça existe, ça. Et que ça existe et que ça respecte le cahier des charges, grâce à votre travail de classe. Donc pour moi, on a réussi notre projet. Forcément, dans un tel projet, il faut se répartir les tâches. Et en se répartissant les tâches, chacun, du coup, se trouve être important. Le projet est d'une telle richesse qu'il offre une telle diversité, en fait, d'entrées que, selon sa propre sensibilité, des élèves vont plutôt être très moteurs sur tel aspect technologique, donc vous êtes plutôt très moteurs pour pouvoir formaliser par écrit les choses, d'autres vont être très moteurs pour bidouiller et manipuler, d'autres vont être très moteurs pour communiquer. Bref, on va profiter des compétences de chacun et de la richesse de chacun, donc chacun, par là même, il trouvera une place à part entière. Le plan interconnexion électrique, c'est OK. Le plan mécanique de la nacelle, est-ce que vous avez fait un plan entier de la nacelle? Oui. Il est où? Sur le tableau. Bon, alors on va voir sur le tableau. La sonde, le papier solaire. Ça c'est quoi là? Les plantes. Ah, c'est la plante. Ouais, ça avec c'est les des graines. Ok, on a le réveil ici, Ouais, qui reste les piles. Bon, c'est ok. Allez, les fils là ici. J'estime que mon rôle, c'est leur donner les outils de se construire une opinion citoyenne sur la question de science, de ne pas imaginer que la science c'est que pour les autres et qu'ils n'ont pas le droit d'y avoir accès, de leur montrer aussi que se construire ses propres connaissances en science, ce n'est pas uniquement interroger le savant, mais c'est aussi peut-être se donner ses propres moyens d'y répondre, justement en manipulant, en testant, en expérimentant. Tu fais que poser sur tes bras. Pose sur tes bras, tes avant-bras. Pareil, c'est qui tient. Alors tu mets tes bras en parallèle dessous. Lâchez la vache. Montez, allez, vas-y. Dans le 18e arrondissement de Paris, 12 écoles en zone d'éducation prioritaire se sont rassemblées autour d'un projet appelé Lecture de Plus. Ce projet, qui regroupe 48 classes de la maternelle au CM2, multiplie les situations de rencontre entre les enfants et les livres. Lecture de Plus, c'est 2 fois plus de lecture pour les enfants avec un fil rouge, radioclip, qui diffuse leur travail. Donc cet après-midi, nous allons travailler toujours dans le cadre du projet Lecture de Plus. Lecture de Plus, c'est 2 fois plus. Voilà, merci. Donc cet après-midi, nous allons présenter l'émission de radio qui aura lieu donc mardi prochain. Le but donc de l'émission de mardi, c'est de présenter cette semaine de livres et dire un petit peu tout ce qui va s'y passer. Ma classe a été choisie comme référente pour l'enregistrement des émissions de radio, radioclip. C'est-à-dire qu'ils sont responsables, bien sûr, de la présentation des émissions, des jingles, de tous les moments forts. Alors, une émission de radio, ça commence par quoi? Rappelez-vous, ceux qui sont venus à la première émission, qu'est-ce qu'on doit d'abord dire au départ de l'émission de radio? Voilà, Bawarni. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter la semaine du livre du 9 au 14 juin. Oui. Quelque chose de plus percutant. Oui, Item. Du 9 au 14 voilà. juin, et après il y a quelqu'un, après moi j'ai dit qu'est-ce qui se passe du 9 au 14 juin. Tu voudrais que ça soit sous forme de question? C'est une bonne idée, c'est beaucoup plus vivant. Alors qui peut le faire comme ça, sous forme d'un dialogue? Qui veut poser la question? Alors Sabrina, vas-y. Mais que va-t-il se passer du 9 au 14 juin? Il y aura la semaine du livre, j'adore la semaine du livre. Voilà. Et reprends-moi ce que tu m'as dit au théâtre. Fantastique! Tu sais, quand tu dis une vue panoramique. Alors vas-y, lève-toi et fais-le moi comme ça, comme au théâtre. Alors Sabrina, mais que va-t-il se passer du 9 au 14 juin? Mais que va-t-il se passer du 9 au 14 juin? Mais la semaine du livre. Enfin, je sais pas, tu trouves une façon. Il y aura la semaine du livre, j'adore la semaine du livre. Waouh! Voilà. C'est très 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 important pour les enfants de savoir que ça va être diffusé à la radio. C'est bien sûr ludique, hein, ils s'amusent beaucoup, ils ont énormément de plaisir à participer à ces émissions. Mais il y a une grande rigueur. Ils sont obligés de travailler ensemble, de s'écouter les uns les autres. Du 9 au 14 juin. Moi je sais, la semaine du livre. Il y a aussi une part de spontanéité, hein, on laisse aussi quand même une part d'improvisation, de naturel, mais il y a quand même beaucoup de travail en amont. Comment on peut dire qu'ils sont, ces livres? Beaux, jolis, émouvants, drôles? Magnifiques. Drôle. Passionnant. Nous partons souvent donc d'un travail oral collectif. Et donc là, le vocabulaire est très 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 important. La reformulation aussi, puisque l'expression doit être très claire. Il y a quelqu'un qui va m'écrire au tableau. Isabelle, tu vas écrire les adjectifs au tableau, s'il te plaît, qui viennent. Alors, au stand 4,
Vous allez découvrir des livres d'or magnifiques au pluriel. Quelqu'un d'autre va écrire avec elle. Jade. L'orthographe, la conjugaison, la grammaire qui sont souvent apprises de façon très classique, systématique, traditionnelle. Dans le cadre de projets, là justement, comme c'est pour communiquer, automatiquement ça prend du sens. Oui. Oh, il est joli ce mot. Signora, quand tu veux, va me l'écrire ma chérie. Et je t'aide pour l'orthographe s'il y a un souci. Ça me plaît beaucoup le mot sublime. On va pas tous les écrire parce qu'on va pas tous aller au tableau. On trouve une richesse dans ces moments d'oral collectif. Au niveau du vocabulaire, au niveau des échanges, au niveau de l'expression qu'on ne trouve pas habituellement dans des situations classiques. Parce que je pense que derrière, il y a une grande motivation par rapport à la réalisation de l'émission de radio. Lecture de plus, votre émission littéraire. Lecture de plus, c'est 2 fois plus. 2 fois plus. Nous allons vous présenter le projet Lecture de plus. Plus de 1000 enfants plongés dans les livres. 1000 enfants. 48 classes. 48 classes. De la maternelle jusqu'au CM2. Même la maternelle. Nous allons organiser des chocolats littéraires. Chocolat littéraire, chocolat littéraire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, des chocolats littéraires. On va vous distribuer à chaque groupe des questions. Il va falloir que vous réfléchissiez ensemble, que vous choisissiez un rapporteur et qu'ensuite le rapporteur vienne ici expliquer ce à quoi a réfléchi le groupe. L'objectif du projet littéraire, c'était qu'une classe d'un même niveau lise 4 BD d'un même auteur pour pouvoir ensuite en discuter avec une classe de ce même niveau. Il y a eu la lecture des livres, la discussion déjà au sein de la classe autour de ce livre-là d'une façon, là disons-le clairement, scolaire, hein, vraiment scolaire. Enfin, par les chocolats littéraires, ça va permettre aussi de rencontrer d'autres lecteurs et de se confronter à ces autres lecteurs. Quels sont les avantages et les inconvénients de lire une BD? Je trouve que c'est mieux de lire une BD, moi. Parce que les romans, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup d'images. Et il y a des fois, on ne comprend pas les mots. Je sais. Et il n'y a pas d'image pour comprendre mieux. Vous savez, ils ont tout simplement abordé la notion de critique, oui, qui est difficile en soi. Et grâce à ce projet, ils ont pu approfondir et développer cette notion qui est difficile à mettre en place en classe. Parce que on est toujours pressé par le temps, on étudie surtout des extraits, c'est difficile de suivre des œuvres complètes. Et là, je pense que vraiment, ils ont atteint la définition même de la critique. Il y a aussi de la vulgarité. Ouais, dans Seul, c'est vulgaire. Il y a des gros mots. Alors que samedi et dimanche, c'est marrant, c'est pour les enfants, les petits personnages. Oui, il dorait l'enfant. Les petits lézards. Après, il est parti. Ça va. Nous, notre question, c'est est-ce que les BD sont destinés uniquement aux enfants? On a marqué. Non, ce n'est pas destiné uniquement aux enfants. Il y a des thèmes, c'est pas pour enfants aussi, quelquefois. Oui. Ah, Ouais, on en vient à la question du thème, d'accord. Il y a des thèmes qui ne sont pas... Il y a des BD fait exprès pour les adultes. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant en fait dans les chocolats littéraires, c'est que là, les élèves qui peuvent être parfois en difficulté sur des exercices purement scolaires se retrouvent à pouvoir s'exprimer librement sans être dans un exercice, mais vraiment en étant dans une situation réelle de vécu. Et la chose la plus importante, je trouve, en tout cas dans la classe que j'ai eue, c'est les progrès énormes qu'ils ont pu faire dans l'argumentation et l'écoute de chacun. Ils ont vraiment été investis et ça les intéressait d'écouter l'avis des autres. Et ils ont eu des réflexions qui étaient de plus en plus profondes. On demande ce qui va se passer après. D'accord. Lecture de plus, c'est aussi des BD mises en musique par une classe. Le vent souffle sur la terre, le sable est si beau dans le désert. Le vent souffle sur le désert. Dans le désert, c'est rempli de verre. C'est sur les BD qu'on devait travailler. On a fait des phrases dessus. Et toute la classe a écrit des textes comme ça et après la maîtresse les a pris pour en faire des petites chansons comme ça. Ces 2 petites chansons que vous avez écrites, on va pouvoir les chanter maintenant. Le vent souffle sur la terre, qui se rattache plutôt à quelle histoire? Quelques mots dans le désert. Voilà, c'est la classe de CM1A qui a écrit cette chanson. 1, 2, 3. Le vent souffle sur la terre, le sable est si beau dans le désert. Le vent souffle sur le désert, dans le désert se remplit de verre. Le vent souffle sur la terre,
savez, si beau dans le désert, le vent souffle sur le désert. Dans le désert, c'est rempli de verre. L'intérêt en fait de travailler la littérature de cette façon, là, en l'occurrence de mettre en son une histoire qui ont lue en classe, c'est changer la façon de voir la littérature en classe, notamment dans l'enseignement un peu traditionnel, la lecture. On a tendance à travailler ça de manière très scolaire, c'est-à-dire qu'on va leur faire lire quelque chose, leur poser des questions de compréhension sur un texte. Or là, on en fait complètement autre chose. Les enfants s'amusent, jouent avec les mots, refont l'histoire, réécrivent des choses sur l'histoire. Et c'est très motivant parce que ils vont voir la littérature d'une autre manière. Il y a des librairies qui font partie du projet Lecture de Plus. L'Attrape-Cœur, le Rideau Rouge. Pourquoi c'est un truc qu'on a fait? Ils ont presque les mêmes livres que nous. Ah mais regardez un petit peu ce que vous avez fait. Et on a déjà lu ça. Oui, on a déjà lu ça. Et là-bas, il y a un gros scolaire. Les émotions, c'est le thème qui a été choisi par le comité Lecture de Plus pour les grandes sections CP, CE1. Il y avait 4 albums différents, donc un sur la peur, un sur la colère, un sur l'humour et un sur la joie, voilà, sur le plaisir. Et à partir de ça, les enfants ont vu ensemble comment est-ce qu'on pouvait décorer la vitrine autour des émotions. Qu'est-ce qu'il avait fait le drap? Tu l'as fait avec quoi déjà? Avec de la peinture. On avait décidé de faire une vitrine autour de la joie, une vitrine autour de la peur. Donc pour la peur, la majorité avait peur des serpents, donc ils ont fabriqué des serpents qui pendent un peu comme ça. Et pour la joie, la majorité en fait aimait énormément les fleurs, donc ils ont décidé de faire des panneaux, un petit jardin autour des fleurs. C'est notre jardin, ce qui nous rend contents. Quand je me suis inscrite dans faire aux enfants la vitrine de la librairie, c'était de faire en sorte que les enfants puissent voir que leurs œuvres peuvent être exposées dans un lieu différent que celui de l'école. Alors à partir d'ici, on va utiliser toute la rue pour faire le radio-trottoir. Donc vous posez les questions que vous voulez sur les émotions, d'accord? Vous pouvez choisir un thème si vous préférez. Donc, les enfants en fait viennent dans la rue pour faire des radio-trottoirs, pour interviewer les gens par rapport au thème que nous avons travaillé en classe. Chacun a verbalisé un petit peu autour des différentes émotions et on a essayé de voir quelles étaient les questions qu'on pouvait aller poser aux gens dans la rue. Quand vous êtes triste, je boude un peu comme tout le monde. est-ce que des fois vous avez peur? Oui, j'ai peur comme tout le monde. Merci beaucoup. Au niveau des programmes, il y a un intitulé qui dit « Savoir dire ce qu'on ressent, savoir dire ce qu'on fait, savoir… » Donc, on a travaillé énormément là-dessus à partir des émotions. Après, c'est aux enfants de venir effectivement poser des questions aux autres dans la rue. Et je pense que ça, c'est une situation qui les incite à parler, qui les incite à formuler leurs questions, ce qui n'est pas toujours aisé en fait pour beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur? Quand j'ai peur, je sors pas, je reste à la maison. Vous avez peur quoi? Ah, j'ai peur de crocodiles, de souris. T'as pas peur de requin toi? De requin? Si. Quelle rose, tu dis pas ça tout à l'heure? Les radio-trottoirs que les enfants font sont destinés en fait à passer à la radio après, ce qui motive aussi les enfants. Ils se sentent aussi investis d'une mission. Ça rajoute aussi un plus, on peut s'écouter. Après, tout le monde entend le travail qu'on fait. Les gens s'intéressent au travail que les enfants font. Qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi et je sors pas. Il y aura surtout un grand salon du livre, mais je vous en parlerai au cours d'une prochaine émission. Lecture de plus, c'est 2 fois plus. Bonjour. À Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, les instituteurs de l'école Lorca ont créé une maison d'édition. Son principe, éditer des petits livres écrits par les élèves. À l'école Lorca, on a bien conscience de fonctionner de façon un peu différente de ce qui se passe dans les autres écoles. On a mis en place des classes de cycle 3
avec des CE2, des CM1 et des CM2 pour permettre l'autonomie, l'entraide, l'échange sous forme d'atelier. Donc le matin, quand les élèves arrivent en classe, ils se mettent tout de suite sur leur temps de travail personnel. Donc le temps de travail personnel, c'est finir le travail qui est en cours, qui a été commencé les jours précédents, de l'anglais, des maths. Et c'est également pendant ce temps-là aussi qu'ils vont se mettre sur l'écriture d'un petit livre. Là, j'ai écrit un petit livre. Un petit livre, c'est un livre qu'on écrit et après, on l'imprime. En fait, j'ai écrit que j'aimais bien les vacances. Donc après, en fait, je suis partie faire je suis partie faire le tour du monde. Je suis en train de faire un petit livre, ça raconte mes vacances en Tunisie. Ma mère qui va me chercher. Et après, on va en Tunisie. Pendant le temps de travail individuel, moi je suis au bureau, au centre de la classe, pour corriger leurs travaux finis ou en cours d'élaboration. 1 heure après l'église, nous sommes allés déjeuner et nous avons aussi joué au baby-foot. Bon, après tu nous parles de ta première communion et à aucun moment finalement t'en parles. Bon, sauf que tu présentes au départ, tu expliques ce que c'est que la communion, voilà, pourquoi le prêtre a accepté, etc. D'accord, on est d'accord. Mais ici, là, sur ce qui se passe dans l'église, mes grands-parents et nous sommes rentrés dans l'église, point barre, et tu nous dis 1 heure après, on est allé manger. Finalement, ce que tu as retenu de ta communion, c'est que vous avez bien mangé après, c'est ça? Mais c'est très bien, hein, moi ça me dérange pas. Sauf que bon, si tu me fais ta première communion au Portugal, il faudrait peut-être que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé dans l'église. Il faut que tu me trouves une fin qui soit quand même plus en relation avec ton titre. On est d'accord, Sarah? Allez, ok. Les petits livres, c'est devenu un outil indispensable au sein de la classe. Je me suis basé sur cette production d'écrit, sur ces petits livres pour tout articuler autour, que ce soit l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, etc., etc. Alors, ma nouvelle classe, ma maman m'a dit que nous allons déménager. D'accord. Bon, eh bien, écoute, notre histoire, on la comprend. Voilà, l'histoire d'un déménagement, d'une nouvelle classe. Donc maintenant, il faut qu'on rentre dans les corrections de ton petit livre, alors. D'accord? Ma nouvelle classe, ma maman m'a dit. Là, on a déjà une première erreur. À mes copines. S. Eh oui. Quand on est en correction en direct avec un élève, individuellement, voilà, il vient s'asseoir à côté de moi, on corrige quelque chose, je peux faire mon métier d'enseignant et de pédagogue, là. C'est-à-dire que je repère des erreurs, et puis avec lui, j'en discute et j'essaye de le faire comprendre pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, je le questionne. L'avion, il y en a un ou il y en a plusieurs? L'avion, un seul. Un seul? Alors je sais pas pourquoi tu me mets ici. C'est une conception différente de l'enseignement où on va s'intéresser à chaque élève et à la vitesse de progression que chacun peut avoir par rapport aux autres, où on va être dans un esprit aussi de coopération, d'entraide. Le premier jour, quand je suis arrivée, et là il y a un truc qui manque. Le poney. Hop, hop. Ce n'était pas mon truc. Hop, hop, il manque un truc sur le E. Aimer. Ça s'écrit pas comme ça. Parce que c'est le verbe aimer. C'est j'ai bien aimé. Pourquoi là tu l'as bien écrit alors que là tu l'as mal écrit? Je préférais les chevaux. Il n'y a pas de S aux chevaux. Il y a un X. Bien. Merci. Quand on a dans une classe des plus grands qui ont acquis des savoirs, bien évidemment, on va s'en servir de modèle et ils vont participer aux apprentissages des autres et on va démultiplier le maître dans la classe en fait. Erreur. On arrête tout, on range tout, on enregistre et on vient se mettre là, on va se faire un toilettage. J'ai choisi un texte de Kezia qui s'appelle « Je ne voulais pas revenir de mes vacances à Metz ». Yacine, c'est toi qui as l'honneur de commencer. Dans Beau, il manque un truc. Dans Beau, il manque un truc. Quand on maïs, quand on a plusieurs. Ouais, ben voilà, bravo, super, très bien. Monsieur Enzo. À bleu. Un S. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs. Eh oui, il y a des bracelets bleus. Si on met un S, je pense que tout le monde sera d'accord. Ok. Moi j'en ai 2, elles sont juste à côté. Ah, on va peut-être te tolérer les deux, alors on va tout voir. Tout a commencé. Tout, il n'y a pas de E et A, il n'y a pas d'accent. Ah, parce qu'on on peut est faire d'accord. tout a commencé. Je suis parti. Oui, mais la question que je veux vous poser, c'est quel temps
Alors, vous réfléchissez, et quand vous avez bien réfléchi, vous levez la main. L'idée du toilettage, c'est de prendre un texte d'un élève, et à un moment donné, ce texte-là, il m'intéresse parce qu'il met en avant une notion que j'aimerais aborder, parce que ça fait par exemple 4 ou 6 fois que je la vois de façon individuelle avec des élèves différents, et je me dis, ah, là, quand même, ça fait 6 fois que je vois cette erreur-là qui revient systématiquement. Je le propose à la classe et on va se mettre dessus. Et comme ça, moi, dans ma petite tête, je me dis, et comme ça, on pourra voir ce point-là, ce point particulier, quoi. Je suis parti. Est-ce que c'est que le verbe partir? Non. Parce que là, on a bien suis. C'est le verbe être. Eh bien là, on est obligatoirement dans un passé composé. Quand on travaille le petit livre et qu'on corrige le petit livre, on le fait dans sa globalité. L'écriture, c'est le tout. Et tout est lié, quoi. La fonction des mots, la nature des mots, les accords entre les mots. Tac, tac. Un élève qui travaille sur les petits livres, qui dès le début se met dans cette technique, dans cette démarche-là, eh on se retrouve avec des enfants qui s'interrogent, qui mettent du sens réellement sur les règles de grammaire, les règles d'orthographe, de conjugaison. L'outil informatique est un outil indispensable aussi dans l'écriture. Parce qu'un enfant, quand on lui demande de réécrire son texte, de le corriger plusieurs fois, au bout d'un moment, il se démotive. Il sort de l'activité, ça lui demande trop d'efforts, c'est pénible. Alors que là, par l'intermédiaire de l'ordinateur, il va taper son texte et du coup, les enfants, ça leur permet de rester dans l'activité. On replace l'ordinateur dans sa vraie valeur, en fait, d'un outil qui va aider à faire quelque chose, quoi. C'est la continuité, quoi. C'est la continuité du crayon et de la feuille, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à écrire l'anniversaire? Non. Ça s'écrit. En fait, si on est en roman, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de texte et 2 pages de dessin. Et si on est en album, on a 3 pages d'écriture et 5 pages de dessin. Je l'écris là et là. Et je fais les dessins là, là et là, et là et là. C'est bon pour ça? Tu corriges, tu le réimprimes une dernière fois, tu viens plus me le montrer, tu fais tes dessins au crayon à papier. Ensuite, avec la pointe fine noire, tu repasses tous les traits pour que ce soit joli, et puis tu mets de la couleur. Je suis en train de dessiner une église parce que c'est à l'intérieur que ça s'est passé. Les dessins, ça donne déjà une petite imagination du moment passé. Puis c'est important pour le texte parce que ça rend le texte plus joli. Tout simplement, et ça faisait comme si c'était un vrai livre. On met la pointe avec la pointe et ainsi. Et on fait en fait tout le temps ça pour les plier correctement. Un petit livre, c'est vraiment très simple, quoi. C'est une feuille A4 imprimée tête bêche qui, par un pliage un peu différent, permettra de donner voilà, un petit livre de quelques pages. Merci. Là, il faut faire quoi après quand on l'a plié? Quand on l'a plié, on va y mettre le tampon magique, le fameux tampon magique qui te permet de mettre ton petit livre dans le présentoir pour qu'il parte au comité d'édition, peut-être cet après-midi. Tu as vu comment le plier? Oui. Tu vas être capable de le faire tout seul après? Alors, un tampon. Un beau tampon. Et là, tu le mets dans le présentoir. Et maintenant, tu peux aller le mettre dans le présentoir. Il est où? Le présentoir, juste là. Ouais. Les enfants, ils apprennent pas tous à la même vitesse et au même moment. Dans l'écriture d'un petit livre, il y a des enfants qui vont en écrire 1 ou d'autres qui vont en écrire 8 dans l'année. Mais chacun va s'approprier son projet, va le finir, le terminer, le fignoler. Voilà, chacun à son rythme. Ici, c'est la boîte des petits livres qu'on prend comme ça tous les lundis soirs. On prend les petits livres et on va direct au comité avec. Donc ça, c'est Nicolas n'aime pas la soupe. Après, on a une classe part à la piscine, la dernière séance de kayak, mes vacances au Maroc. L'écriture de petits livres, en fait, c'est généralisé dans le cycle, au sein du cycle 3, et toutes les classes se sont appropriées en fait ce projet. Et dans toutes les classes, on écrit des petits livres et on les toilette, on les corrige, etc., etc. Et 2 élèves, 2 représentants de chaque classe se retrouvent une fois par semaine dans un comité d'édition, en fait, et on va lire les manuscrits et on va discuter, critiquer, faire des remarques. Et il y aura un rapporteur dans chaque classe qui amènera un compte-rendu en fait de la discussion qu'il y a eu en comité d'édition. On passe au suivant, donc Arnaud au régime, c'est la classe d'Anne, je crois.
Il était une fois un homme qui s'appelait Arnaud. Il était gros, il faisait 95 kilos. Un jour, il a décidé d'aller chez le docteur. Pendant 2 mois, Arnaud ne mangea ni pâtes, ni bonbons, ni gâteaux. « Bonjour docteur, vous savez combien j'ai perdu de kilos ? J'ai perdu 20 kilos. » Est-ce que le livre est clair? Comprend-on l'histoire? Rachel? Bah ouais, il est clair, on comprend tout. Il fait 95 kilos, il veut perdre du poids, il va voir un médecin, voilà. Et je vous rappelle que c'est un petit livre qui avait déjà été présenté et on lui avait dit à l'auteur que ces illustrations n'étaient pas satisfaisantes. Ça vaut le coup de regarder les images. C'est bien fait, mais sauf qu'il y a un truc, c'est qu'il n'a pas fait de dessin la dernière page. La semaine dernière, ils étaient tout au crayon à papier, ils étaient tout noirs et ils n'étaient pas trop beaux. Il allait chez le docteur comme ça, et il a amélioré, il a la salade et tout, et les dessins ils sont super beaux. Est-ce qu'on lui demande d'améliorer ses illustrations? Non. Non. Étant donné qu'on n'a qu'une proposition à lui faire, à cet auteur, qui est pour qu'on l'édite. Voilà, qui est pour qu'on l'édite. Eh ben, il est élu. Numéro 5. Élu numéro 5 dans la catégorie album. Quand un petit livre est choisi au comité, l'élève qui l'a présenté en fait en est informé, soit il a des modifications à faire et il va les faire, et quand il en aura un exemplaire qui est parfait, on ira le photocopier. Voilà, 30 exemplaires, il y en a 10 pour lui, il en dispose comme il en veut, et les 20 qui restent seront vendus dans la cour de récréation à 10 centimes pendant les ventes des petits livres. C'est fondamental parce que ça a du sens pour les enfants d'écrire. Et puis, c'est pas qu'une écriture à destination de l'enseignant aussi, c'est une écriture à destination des autres élèves, c'est une écriture à destination des parents, à destination d'autres adultes qui passent dans l'école. Donc, c'est très vaste, quoi. Voilà, on écrit une histoire qui va être lue par d'autres, quoi. Je trouve ça magique, mais ça devrait être obligatoire partout, quoi. Enseignante en CE2, Élodie Medeb veut donner à chacun de ses élèves la possibilité d'utiliser au mieux ses aptitudes naturelles pour apprendre. Entourée et secondée par d'autres enseignants de l'UFM de Créteil, elle s'appuie sur la théorie des intelligences multiples développée par Howard Gardner pour expérimenter une nouvelle méthode d'apprentissage. Howard Gardner a redéfini l'intelligence comme étant en fait une multitude d'intelligences. Il en a défini 8. Et il part du principe qu'à l'école, on n'utilise que 2 de ces intelligences. L'intelligence verbale, linguistique et logico-mathématique. Les autres intelligences ne sont pas utilisées. Et pour bon nombre d'enfants, c'est une démarche négative parce qu'ils ne peuvent pas réussir à l'école. Alors, quand on aime faire des mathématiques, on aime calculer. Si en tant que maîtresse, je suis allée chercher des gens qui travaillent sur cette idée-là et cette théorie-là, c'est simplement parce que moi, ma frustration de maîtresse était grande de laisser en marge en fait énormément d'enfants et donc il me fallait moi essayer de trouver autre chose. Voilà donc en caméra cachée cette cérémonie où la fée marraine donne au nouveau-né son bouquet d'intelligence. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant reçoit son bouquet de sons, de langage, de logique, de nombres, d'images, de mouvements, d'émotions, de nature. Est-ce que vous pensez qu'à l'âge adulte, le bouquet imaginaire, bien sûr, de chacun, puisse être complètement fané? Pas forcément. Ça dépend si on l'a beaucoup arrosé ou pas. Oui, ce serait possible, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aime pas trop faire, comme par exemple ma maman, elle aime pas faire le ménage, et donc si elle laisse de côté sa fleur, elle peut peut-être faner. Donc comme Louise vient de le dire, il y a des choses que l'on aime plus et d'autres que l'on aime moins. Faisal, dans ton bouquet à toi, quelle serait la plus grosse fleur que tu aurais? Mathématiques. Malo, ta plus grosse fleur? Du sport. C'est la fleur du sport, la fleur de bouger, de courir, de jouer. Oui. Pour toi, la fleur la plus importante? C'est la littérature. Le plaisir d'écouter, d'entendre des histoires? Oui. Il est important que l'on sache, quand on est un élève à l'école, qu'il y a tout plein de façons d'être intelligent, et puis surtout qu'on est tous différents.
Les intelligences pour Howard Gardner sont des processus pour traiter l'information. Et chaque intelligence traite l'information de manière différente avec les capacités cognitives qu'elle possède. Il y a l'intelligence kinesthésique corporelle, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine sportif, mais aussi tout ce qui est dans le domaine manipulation fine. Il y a également l'intelligence naturaliste, qui est en rapport avec tout ce qui concerne la nature et aussi tout ce qui est en rapport avec le classement. On aime aussi classer. L'intelligence visuelle spatiale est l'intelligence qui touche tout ce qui est la représentation au niveau des images mentales, donc la compréhension de ces images et l'utilisation de ces images. On aime aussi tout ce qui est le dessin, les cartes. Il y a deux intelligences très importantes aussi à développer qui sont l'intra et l'interpersonnel, qui sont complémentaires. Intrapersonnel, c'est-à-dire la prise de conscience de soi, ses objectifs, ses limites, et l'interpersonnel, l'aisance que l'on peut avoir à être en communication avec les autres. Il y en a qui aiment la nature, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts en musique, et surtout ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas être dans la nature à plusieurs. Et puis ils peuvent aussi aimer être à plusieurs dans la nature, à jouer de la musique. C'est vrai ou pas? Au départ, quand on leur demande, on leur pose la question qui est intelligent, il y en a plusieurs qui disent moi je ne suis pas intelligent parce que je ne sais pas ça. Et c'est vrai qu'on revient toujours au système scolaire. Alors qu'après avoir fait justement ces ateliers de découverte de mes intelligences, les enfants découvrent qu'ils sont intelligents et qu'ils ont un potentiel dans tel ou tel ou tel domaine. C'est très important parce que du coup, ça positive. Le vélo en interpersonnel, pourquoi tu as mis le vélo et le ballon en interpersonnel? Parce que quand je joue au vélo, je joue avec des copains. D'accord, tu n'es jamais tout seul? Non. D'accord. Alors ça, je l'ai mis ici parce qu'en fait, c'est quelque chose pour jouer avec les choses. Ça veut dire se rassembler et faire, par exemple, un groupe pour inventer une pièce, par exemple. Ça veut dire parler. Un enfant qui ne serait pas du tout logico-mathématique, l'idée c'est justement de le faire entrer dans l'apprentissage des maths par la musique ou par le kinesthésique, le fait de bouger, par des images plutôt que par des chiffres tout de suite. Alors un coup tu dis d'autres. Les enfants sont placés en atelier, sont mis en situation de manipulation, d'écoute, de dialogue entre eux, d'échange, pour rentrer dans l'apprentissage que moi je vise. Là, il s'agit, au travers de différentes entrées, donc, de travailler le sens de la soustraction. J'aime bien un petit peu de maths, alors. Moi j'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Même des fois, quand on arrive sur une case bleue, ça nous fait aller sur une case verte, donc du coup, on doit reculer en plus de 5. Ouais, ça veut dire qu'on doit reculer 17 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, moi je calcule sur mes doigts. En fait, on calcule dans sa tête, mais si on n'y arrive pas trop, on calcule avec ses doigts. Si on doit reculer, matériellement parlant, avec ses mains, on est en train de vraiment vivre avec ses mains et avec son corps le fait de « je suis arrivé à une certaine case et je recule ». Ils se rendent compte que de toute façon, ils vont à l'envers, donc dans l'ordre des nombres, je vais à l'envers, mais je le fais physiquement parlant. Je vous donne 10 €, mais c'est 8 €. Merci. La difficulté pour travailler les mathématiques avec des petits, c'est que essentiellement les mathématiques, c'est quelque chose de complètement abstrait. Or, eux sont très dans l'immédiateté, dans la manipulation, c'est ce qui leur parle le plus. Par exemple, si on prend l'atelier de la marchande qui plaît beaucoup aux enfants, on utilise des objets pour arriver à symboliser les actions mathématiques. J'achète des prunes à 3 €. Attendez, une minute, s'il vous plaît, madame. Mes parents, ils sont épiciers, c'est pour ça que je sais comment on compte. Ils vont pouvoir poser quelque chose d'abstrait qu'on va écrire ensuite, par la suite, sur quelque chose de concret. 10 € pour des tulipes à 8 €. Donc, je rends 2. Oh, j'en enlève 3. Tu voulais ? La théorie des intelligences multiples est vraiment parlante en mathématiques parce qu'on voit très vite l'évolution en fait.
Les ateliers sont courts, les enfants sont placés assez vite sur ce qui leur plaît le plus en fait pour entrer dans l'activité. Et petit à petit, on les voit plus facilement appréhender les ateliers plus difficiles parce qu'ils ont pris plaisir dans les premiers. J'enlève 2 pommes et j'écris. Regarde. 10. C'était quoi 10 ? Le nombre de pommes que j'avais avant. Moins 2 égale 8. Tu en es sûr ? Tu vérifies pas ? C'est bon. Ce qui est intéressant dans l'arbre, en dehors de l'intelligence interpersonnelle là, qui est évidente, c'est qu'ils utilisent aussi une intelligence kinesthésique qui leur permet de comprendre la relation entre quelque chose qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'enlever, et un certain nombre de symboles mathématiques. Du coup, ils arrivent mieux à percevoir qu'on peut écrire l'histoire de ce qu'ils sont en train de faire à l'aide de l'opération, l'écriture traditionnelle mathématique. C'est beaucoup plus parlant rapidement. C'est bon alors. C'est toi qui t'es arrêté. Et tu t'es arrêté à 6. Non. On commence ? Bah oui, on commence. Au même truc là. Oui. 1, 2, 3. C'est toi qui t'es arrêté ? Bah oui, c'est pareil. 8 fois. Au bout de 8 fois. Elle s'est pas arrêtée 8 fois. Elle a commencé à s'arrêter au 8e coup. Oui. Mais alors, pendant combien de coups elle s'est arrêtée ? 2 coups. Combien elle a fait Bah voilà. Enfin, t'as compris. Alors, si t'es le pion, tu passes devant tes nombres en comptant de combien tu te déplaces. Au travers de toute cette démarche, l'idée c'est de faire qu'ils aient confiance, surtout pour les élèves les plus fragiles. Et puis, moi, je ne perds absolument pas de vue le fait que derrière chacun des ateliers, de chacune de ces séances, c'est un apprentissage scolaire qui est visé. Tu as mis ici 126, c'est-à-dire le nombre de pages déjà lues. Et après, j'ai laissé un trou. Tu as laissé un trou, comme son nom l'indique, c'est une addition à trous. Oui. Après, j'ai fait égal et j'ai marqué le nombre. Le nombre auquel on doit, comme sur la piste du jeu de loi, le nombre auquel on doit arriver. Et là, comment tu as fait au niveau de la technique pour trouver ton 2 ? J'ai fait 2. J'ai fait 6 plus 1 égale 8. Et je sais que c'est 2. Ça fait 2. Et après, tu as continué comme ça ? 2 plus 1. Oui ? Est-ce qu'on aurait pu trouver une autre opération à poser sans faire plus 1 ? Non. Non ? Si. 298 moins 126. Et là, on fait pas de 1. Non. On fait 8 moins 6. Ce qui me parle le plus en tant qu'enseignante, c'est aussi la proximité qui se crée avec les enfants par rapport à des séquences de classe plus traditionnelles. Le côté ludique aussi, les ateliers, voir qu'ils s'investissent. Tout ça, c'est des retours quand même très positifs pour moi. 2 moins 1, ça fait 1. Oui. Quelle opération tu as trouvé plus facile, la technique du ou celle de faire 8 moins 6 ? À trou. À trou aussi, moi. À trou aussi. Moi, je pense vraiment que ce qui vous gêne, vous savez, c'est ce petit signe-là. Ouais. Qui s'appelle moins. C'est pas vrai ? Si. Si, hein. Bah, le but pour nous, ça va être que ce petit signe qui s'appelle moins et vers lequel vous n'avez pas tellement envie d'aller, on va essayer d'y aller plus souvent. Mon nom de voyageur, c'est Monsieur Stuleito. Mon nom de voyageur, c'est Monsieur Porte. Mon nom de voyageur, c'est Mademoiselle Lisa. J'ai décoré ma carte et Natacha, elle l'a posée dessus le tampon et il y avait écrit dessus
TVI. Cette carte, elle sert à voyager dans nos têtes, en fait. Si on n'a pas la carte, eh ben, on ne peut pas y aller. À Lyon, le dispositif Enfance, Art et Langage permet à certaines écoles maternelles d'accueillir un artiste à mi-temps pour travailler en synergie avec l'équipe enseignante. Natacha Mégard intervient à l'école des Petits Canuts. Je suis artiste plasticienne en résidence dans une école maternelle et je mène un projet qui s'appelle le TVI. En fait, ça veut dire transport vers l'imaginaire. Le principe, c'est d'emmener les enfants dans un voyage imaginaire. Pour ce faire, je les emmène en voyage dans l'école. Le principe de ce projet artistique, c'est d'embarquer toute l'école dans cette expérience. Bonjour les enfants. Ah, bonjour Natacha. Quels sont les enfants qui sont concernés pour partir en voyage avec Natacha? Je crois bien que vous êtes 4. Alors, Juan, est-ce que vous avez vos titres de transport? Non, le titre de transport. Alors maintenant, on va aller chercher vos titres de transport, les enfants, et la petite figurine avant de partir. Allez-y. Moi, je dis bien moi. C'est mieux moi. Moi, c'est bien moi. Ah voilà, c'est mieux. Et moi, la TV. Et maintenant, les enfants, vous allez chercher votre petite figurine. Moi, aussi, c'est là. C'est bien. Simon, allez chercher un crayon pour écrire votre nom sur la feuille de route. Mademoiselle Chaussure. Tu peux mettre juste chaussure si tu veux. Dès que vous avez écrit votre nom de voyageur, vous serez prête à partir. On est parti. Ce voyage imaginaire au sein de l'école, dans l'espace même de l'école, pour moi c'était important. La première des choses pour les enfants, c'est qu'ils se réapproprient l'école d'une autre manière. Le composteur, il est dans le couloir. Il est où? Ici. Vous allez composter votre titre de transport. Ah ben voilà. Donc la porte qui est la plus proche d'ici, c'est celle de qui? Guillaume. Alors vas-y Guillaume, on te suit, tu nous emmènes à ta porte. Je pensais qu'il était important qu'ils définissent un endroit particulier dans l'école, un endroit caché, un endroit spécifique. Et pour concrétiser cet endroit, le principe c'était d'installer une porte secrète personnelle. Donc une porte qui, comme son nom l'indique, en fait servirait d'un accès futur vers cet espace imaginaire et voyage imaginaire. Regardez. Vas-y, tu peux l'ouvrir si tu veux. Toutes ces portes ont été réalisées donc, en classe avec l'aide des institutrices. Parce qu'en effet, tout ce qui est atelier plastique, ça se passe en classe. Je ne suis pas là pour leur apprendre une technique. Je suis ici pour guider et pour essayer d'apporter un autre regard. Alors, là, on est devant la porte de Guillaume. Je vais te donner un petit peu de pâte à fixe et tu vas coller ta petite figurine. Tu vas, écoute-moi Guillaume, tu vas la coller le plus bas possible contre le mur, mais le plus bas possible. Cette petite figurine, elle veut aller jusqu'à ta porte. Alors comment elle va faire? Parce qu'il n'y a pas de chemin en fait. Donc toi, Guillaume, il faut que tu inventes, il faut que tu imagines un moyen d'accéder jusqu'à ta porte. Un hélicoptère. Un hélicoptère? Ça pourrait être aussi autre chose, mais c'est peut-être un peu dur là d'imaginer tout de suite. Un bateau volant. Le projet, c'est vraiment faire partir tout le monde dans le voyage imaginaire. Ça passe évidemment par la verbalisation, par le verbe. Et l'important, c'est qui s'exprime, quoi. C'est quoi qui va sous l'eau? Un sous-marin. Ah bah oui. Alors, Juan, tu nous racontes? J'ai choisi un avion de guerre. Un avion de guerre, pourquoi? Il peut se transformer en sous-marin pour aller dans l'eau. Mais ça sert à quoi de se battre comme ça, d'avoir un avion de guerre? Pour avoir de l'or. Ah, pour avoir de l'or? Pour être riche, des diamants comme les pirates. Il y a des boulets de canon qui peuvent casser le bateau et tout le monde est mort. Ils peuvent nager, hein. Ouais, mais je te dis, tous mes livres, ils savent pas nager, les pirates. Ah bah si, ils savent nager. Mais ils savent pas nager quand il y a la tempête. Donc tu vas faire un trampoline et un toboggan. Ouais, non, 2 trampolines et un toboggan. 2 trampolines et un toboggan. Parce qu'ici, il y a un trampoline, parce qu'ici, il y a plein de monstres. Alors, dans le trampoline, il n'y a pas de monstres. Et ben là, il peut venir jusqu'à l'autre trampoline et il saute là, il va là. Et là, on croit qu'il y a le monstre, bah, et là, on arrive. Là, il n'y a même pas de monstre. Là, c'est dans la ville. Je crois que tu as du travail, hein. Ouais, j'ai beaucoup de travail à faire. Hein.
Ce matin, vous êtes parti avec une petite fiche. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette fiche? Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette fiche? La feuille de route. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom de voyageur, Juan? Monsieur Barquette. Monsieur Barquette. Tu as dit à Natacha, qu'est-ce que j'utilise pour accéder à ma porte? Est-ce que tu t'en souviens? Un avion de guerre. Un avion de guerre. Est-ce que tu te souviens? Tu as dit aussi autre chose. Ah oui, un avion de guerre pour partir partout, se transformer en n'importe quoi et même en sous-marin, c'est ça? Oui. C'est bien. Ce qui est vécu au quotidien avec l'artiste se trouve enrichi différemment dans la classe. Il y a des allers-retours incessants entre ce qui se vit dans la classe et ce qui se vit avec Natacha dans l'école, suivant les lieux. Pour accéder à cette porte, qu'est-ce que tu choisis de construire? Un bateau volant. Un bateau volant. Alors, à ton avis, de quoi vas-tu avoir besoin? Des ailes. Des ailes. Combien? 4. 4 ailes. Ce qui est très net dans ce type de projet, c'est que tous les enfants ont quelque chose à dire parce que ça les concerne directement. C'est une prise de parole qui est évidente, qui est en prise réelle avec le vécu. Tu as encore d'autres idées? Non? Alors maintenant, tu vas me dessiner ça, ici, le bateau volant, le plus précis possible. Oui. Vous allez garder votre petite feuille verte à côté de vous. Vous allez aller chercher le matériel dont vous avez besoin et vous vous mettez à la fabrication. Moi, j'aurais bien du papier un petit peu. Toi aussi, tu as besoin un peu de papier. Tu vas aller te servir. L'enfant, du coup, se projette, il imagine de quoi il va avoir besoin, comment il va construire. Et en fait, le vrai projet, c'est d'être capable de mettre en place ses idées, de mener son projet à son terme, de le réaliser, d'arriver à quelque chose de fini qui correspond à ce qu'il avait souhaité au départ. Alors, les tresses, j'en avais besoin 3. Non, je peux un petit peu. Ah bah ça y est. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire maintenant? Regarde. Moi, j'ai bien lui faire des décorations. Oui, parce qu'il était... Justement, là, tu l'as très bien décoré. Bah, vas-y. Comment c'est beau! Tu l'as trouvé où? Là-bas, dans la boîte à fil. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses? Non. Non, est-ce que tu veux le peindre? Ou bien le décorer avec du papier, moi, je veux le de peindre. couleur. Tu voudrais le peindre? La richesse de ce projet, c'est la complémentarité des fonctions. L'artiste amène son projet, l'impulse et les enseignantes font leur travail d'enseignante en le déclinant en termes d'apprentissage didactique, tout en lien avec ce qui se passe avec l'artiste. Alors, tu choisis un jeu des erreurs. Attends une seconde. Et tu cherches. On en prend un. Méfiez-vous, il y a des intrus. Regarde bien. Ce mot-là, tu le cherches dans tes 2 fiches. Regarde, elle est par terre, ta fiche. Il n'y a pas le sentiment que c'est plaqué, c'est-à-dire construire pour construire ou écrire pour écrire. Mais là, on a un vrai projet qui va obliger l'élève à travailler des apprentissages parce qu'ils sont absolument nécessaires. Il en a besoin pour se faire comprendre, il en a besoin pour communiquer aux autres, il en a besoin pour montrer, voilà. Tu fais attention pour les prochaines? Tu vas le mettre sur le tableau. Hein? Bonjour les enfants. Bonjour. Je vais chercher les voyageurs. Et bon voilà, ils sont prêts. Vous avez tout. On dit au revoir? Au revoir. Au revoir, Annie. Au revoir. À tout à l'heure. Bon voyage. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que c'est? C'est un parapluie magique. La petite fille, elle vole très haut, mais après elle se rend compte qu'elle voit une porte imaginaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre vraiment dedans? En fait, il y a une petite maison où il n'y a personne dedans. Et puis aussi, elle avait un grand jardin parce qu'il y avait plein d'herbes autour de cette maison. Et aussi, il y avait des arbres avec des bonbons. Et en fait, là, le principe, c'est de mettre la figurine dans ce moyen d'accès et de nous montrer le trajet en fait utilisé pour accéder jusqu'à la porte. Et là, en fait, c'est une occasion aussi de parler à nouveau du paysage
imaginaire, c'est-à-dire le paysage mental finalement de chaque enfant en fait, qui s'exprime et qui s'aventure à raconter une histoire. Là, il y a des petits bonhommes qui attendent. Et là, c'est le togo. Et là, c'est un tunnel parce que ça, on va dans le tunnel. Après, on voit une langue là. Un pays là, il n'y a que des chevaliers. Que des chevaliers. D'accord. Et comment ils habitent s'appellent? dans les crottes. Hein. Ils habitent dans les crottes des chevaliers. Alors, ça doit être bizarre. Iris, comment il s'appelle son moyen d'accès? Diamant sauvage. Le diamant sauvage. Tiens, tu peux accrocher ton nom? Le nom du moyen d'accès? Moyen d'accès. C'est moi. Voilà, tiens. Ce type de projet fait tout à fait partie des apprentissages que l'on doit mener en maternelle. Et puis, ça donne à l'enfant une estime de lui, qui est quand même quelque chose d'essentiel pour un individu, c'est-à-dire être satisfait d'avoir pu concevoir quelque chose et de l'avoir mené à son terme, de l'avoir réussi. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans la formation de l'individu. Bon alors, je vais vous donner votre carnet de voyage. Sur une page, vous allez coller votre feuille de route. En face de la feuille de route, vous allez coller votre fiche de montage. Donc, et là, la fiche de montage est oui, voilà. Ce carnet sert à garder une trace de toute cette expérience que l'on vit avec Natacha. Moi aussi. Moi, c'est un oui. À Mons-en-Barœul, près de Lille, a lieu depuis 7 ans une expérience pédagogique rare. À l'époque, violences et mauvais résultats scolaires mettaient le fonctionnement de l'école en danger. L'inspection d'académie a alors accepté de nommer de façon exceptionnelle une équipe de 9 enseignants formés à la pédagogie Freinet. Dans toute l'école, on peut retrouver un certain nombre de choses communes. Par exemple, tout le monde commence par un quad neuf. On a tous la pratique du texte libre, de l'expression, des recherches mathématiques, des exposés, de l'étude du milieu. Donc ça, c'est commun. On a des techniques, des outils communs. Qui veut présenter ou dire quelque chose? C'est toi qui fais ça. Moi, en fait, samedi, j'ai eu à mon anniversaire une voiture. C'était un Lego, en fait, qu'il fallait fabriquer. Et j'ai essayé de le fabriquer tout seul, mais j'arrivais pas. Pour les enfants, pour eux, c'est rassurant et c'est aussi intéressant de pouvoir chaque année retrouver plus ou moins les mêmes techniques pédagogiques. Tout ça s'instaure très tôt, dès l'école maternelle, comme pour l'entretien par exemple, où c'est véritablement des rituels qui sont mis en place, des rituels de parole, avec des règles de parole, où on écoute les autres, où on questionne les autres. Donc tout ça s'installe très progressivement, mais depuis la toute petite enfance. Chaque année, il va y avoir l'entretien, il y aura un moment comme ça où ils pourront s'exprimer, des moments où des événements qui vont arriver, qui pourront aussi être utilisés pour apprendre dans la classe. Alors, on passe au quad neuf. Le quad neuf peut commencer. Cassandra a la parole. L'entretien du matin, ce qu'on appelle nous le quad neuf, parce qu'il y a une question rituelle, c'est quoi de neuf ce matin? C'est un moment important où les enfants vont amener, apporter, dire des choses sur lesquelles on va rebondir, on va répondre pour entrer dans les apprentissages. Moi, j'ai ramené un objet du Maroc et c'est mon père qui l'a acheté quand il est parti au Maroc. Ce matin, Mariam nous parle du Maroc, nous ramène un objet. J'ai une lecture qui peut être une lecture géographique de l'événement, en disant quelle est la géographie de la France et quelle est la géographie du Maroc. Donc en prenant cet événement, on va nous le raccrocher à une partie du programme qui, par là même, viendra pour l'enfant naturellement de lui, mais qui, pour nous, en tant que méthode d'apprentissage, va nous permettre de raccrocher ce savoir à un savoir qui est exigé par l'école. Ça fait déjà depuis 1 an que je l'ai. Je l'ai eu à mon anniversaire de l'année dernière, mais voilà. Dessus, il y a beaucoup de musique, Bob Marley, et voilà, mais j'en ai d'autres, mais je me souviens plus. Encore des remarques ou des questions. Ouais, il y a combien de gigas 2, je crois. 2 ou 3.
Tu as dit il y a 1 gigaoctet, c'est ça? Ou 2 gigaoctets? 2. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? 1 kilo, c'est quoi? 1 kilo. Quand on dit 1 kilo-octet, c'est... C'est 1000. Méga, c'est 1 million. Puis 1 milliard. Voilà. Et puis ainsi de suite. Voilà. Donc là, si on a 2 gigaoctets, ça veut dire qu'on a 2 milliards d'unités pour mettre dans la mémoire. Un livre Winch. À partir du vécu des enfants, c'est aussi les inciter à se questionner sur leur vie, sur le monde qui les entoure, sur les objets du quotidien. C'est pareil en mathématiques, hein, c'est pareil sur l'écriture de textes. De toute façon, tous les apprentissages partent des enfants. Les textes sont écrits, présentés. C'est aussi la matière qui va nous servir aussi à structurer la langue, à apprendre aussi à construire les règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Mais on part bien de l'expression des enfants. On commence par le brouillon. Ensuite, on peut lire son texte. On a des critiques, des propositions. On va améliorer, corriger son texte dans la cohérence, dans l'orthographe, dans la conjugaison, dans la grammaire du texte. Ensuite, on va recopier le texte. Et le texte peut ensuite être présenté comme une œuvre. On va le lire aux parents, on va le mettre dans un journal, on va l'afficher dans l'école. Et c'est pour ça qu'il doit être beau. Et je suis encore repartie pour dessiner un cœur. Le rose est devenu violet et le violet est devenu rose. Le meurtre, première partie. Je vais vous raconter un adulte qui tuait les gens. Personne sait pourquoi il tue les gens. On part vraiment de ce qu'eux écrivent. En mathématiques, c'est pareil. On part de leur création mathématique, de leur recherche mathématique. Les enfants inventent avec des lettres, des codes, des chiffres, des signes, un objet mathématique. Et à partir de ça, ils vont aussi se poser des questions sur ce qu'ils ont créé, sur ce qu'ils ont fait. On est toujours en recherche, on se pose des questions mathématiques, des problèmes mathématiques qu'on essaye bien sûr ensuite de résoudre, donc individuellement ou collectivement. Tu peux vérifier, 13, plus 12, plus 12. 12 et 12. Faut que tu sais t'équilibrer, que tu regardes où tu dois en enlever, pour qu'ils aient tous le même nombre à la fin. En fait, au début, on doit trouver une idée et puis on doit l'écrire. Une idée de maths. Tout début, j'avais inventé ça. Puis après, je faisais des lettres. Et monsieur, après, on m'a dit de faire comme ça. Puis à la fin, il m'a dit d'écrire des puissances. Puis maintenant, j'ai terminé ma recherche de maths. En fait, le seul principe, c'est de trouver une idée et de l'écrire et de la terminer. Le fait de travailler individuellement avec eux, moi, ça me permet vraiment d'être à leur niveau, quoi. Il faut questionner, savoir questionner, et c'est de comprendre ce qu'a voulu faire l'enfant. Rien du tout. On va d'abord vérifier la cohérence. Est-ce que c'est cohérent ce que l'enfant a voulu faire? Est-ce qu'il y a une logique? Les deux au départ. Moi, j'ai tout de suite un peu derrière la tête les notions mathématiques que ça recouvre. Quelles sont les notions qui se cachent derrière ce qu'a pu faire un enfant. Donc je sais un peu dans ma tête vers où je peux aller. Et de là, moi, je vais appuyer sur certains points. Je vais mettre en évidence certaines notions du programme pour essayer de faire en sorte que tous les enfants se sentent concernés et acquièrent la notion que moi, j'avais choisie au départ. Qu'est-ce qui a une autre idée pour Bilal pour continuer sa recherche? Qu'est-ce qu'il pourrait essayer de faire maintenant? Quel défi, là, il pourrait essayer de se lancer? Julien, avec des moins aussi, tu pourrais faire. Avec des moins. Un enfant qui a produit quelque chose, il a envie de le présenter. Et tous les jours, on est surpris, même nous-mêmes, tous les jours, des enfants s'inscrivent en présentation parce que le travail, il prend un sens pour eux parce qu'il est reconnu dans la classe, il est donné à la classe. Et donc, il a envie de le lire aux autres. On passe à Mariam, elle va vous présenter son texte. Si seulement j'étais grande pour donner des ordres à mes frères. Si seulement j'étais une rose pour que tout le monde m'admire. Si seulement j'étais une cuisinière pour préparer des plats délicieux. Si seulement j'étais une maîtresse, je pourrais mettre des remarques à tout le monde. Si seulement j'étais présidente, les magasins seraient gratuits. Comme ça, tout le monde sera content, même les pauvres. Et vous, que feriez-vous? J'ai eu l'idée à partir d'un texte, à partir d'un livre.
d'une écrivaine. Elle est venue dans notre classe, donc elle a fait un livre, Si seulement je serais. Et ce livre, j'ai beaucoup aimé. Donc, en partant d'un événement, un enfant peut prendre le sujet et aller plus loin. Donc en faire un sujet d'exposé, puis de conférence. Je vais ensuite pouvoir, moi, donner des informations supplémentaires que les enfants n'ont pas. Par exemple, sur la classification des animaux, sur les modes de déplacement, les modes de reproduction, sur un écosystème, etc. Tous les travaux individuels vont revenir dans le creuset coopératif de la classe et vont construire cette culture de classe, le patrimoine culturel de la classe. L'objectif, c'est effectivement de rendre les enfants autonomes dans leur travail, à la fois dans le travail lui-même et dans la manière de vivre dans l'école. J'appuie sur le bouton. Et c'est ce facteur travail, c'est-à-dire remettre le travail au centre, mais un travail émancipateur, libérateur, c'est certainement ça qui a le plus pacifié l'école. Le reste relevant de la construction commune, des règles qui sont nécessaires, mais qui permettent le travail. Donc il y a une demande de vote. Bien, donc il faut que la classe vote pour savoir si on est d'accord, pour pouvoir jouer dans la salle de sport quand il pleut. Il y a des lois, c'est la Constitution, et tout le reste, ce sont des règles qui sont votées, mais qui doivent être votées en conformité aux lois. Je prends un exemple, un enfant qui proposerait, un enfant qui gêne les autres, on le met au coin, les mains sur la tête. Je mets un veto parce qu'un enfant au coin, les mains sur la tête, ne va pas pouvoir travailler et n'est pas respecté. Bien. Donc ça sera redonné au conseil d'enfants de l'école pour voir si les autres sont d'accord. La réduction des incivilités et de la violence, par exemple, nous, on l'a mesuré parce que les enfants avaient envie de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Peindre, écrire, créer. Et c'est cette envie-là, de ce pouvoir qu'on va leur donner, qui va faire en sorte que, on l'espère en tout cas, les règles valent le coup d'être respectées. Ça vaut le coup de respecter une règle. Ça veut dire version chinois. Non, c'est pas obligé de prendre tout ça. Un enfant qui s'exprime prend un risque. Pour que ce risque soit accepté, il faut qu'il y ait derrière un accueil très respectueux de chacun. De la pluie, je fais. De la pluie rouge, verte. Produire des écrits, des mathématiques, des exposés, des textes libres, des arts plastiques, de la musique, du théâtre. C'était pour nous faire en sorte que l'enfant retrouve une estime de lui et se mettre en route dans les apprentissages en étant reconnu. J'ai fait une ligne comme ça pour dire que là c'est le pays de la sorcière et là c'est le pays du paradis. En fait, on ne fait pas des travails difficiles. Et quand on fait art, j'aime bien parce que souvent on fait de la peinture où on doit prendre des craies grasses et on doit dessiner son voisin. En pédagogie freinée, je pense qu'on accueille l'enfant, on accueille l'élève, mais on accueille l'enfant. C'est-à-dire que l'élève ne pose pas ses valises d'enfant en rentrant à l'école, il vient avec.